c'est qu'en fait, il y a toujours eu dans notre esprit, quand on travaillait sur le personnage de Julio et sur les Africains du squat, quelque chose que Godard a fait dans notre musique. Il faisait un parallèle entre les peaux-rouges, les Indiens d'Amérique et les Palestiniens. Et il y a un texte, un poème de Mahmoud Darwish qui est magnifique, je crois qu'il s'appelle Le dernier discours de l'homme rouge, où c'est un discours d'Indiens d'Amérique, mais où c'est complètement la situation palestinienne. Et donc on s'est dit, on va travailler avec les Africains dans le film, mais de cette manière-là. C'est-à-dire que Julio et le vaudou, c'est Haïti, plutôt. Le texte, sa prière, c'est une prière de Cheyenne, je crois. La prière, quand il a... Oui, c'est une prière. Sinon, sur le bison, c'est moi qui... Ah non, je vais arriver au bison. Oui, mais je te laisse le dire. Si tu veux. Non, et l'idée du... Moi, j'avais très envie qu'effectivement, l'animal qu'il dessine puisse venir d'une autre culture. C'est-à-dire que ce soit effectivement le massacre des Indiens, et que ce qui s'est passé pendant la colonisation, mais qu'il y ait quelque chose de fraternel entre eux, quoi. Voilà. Et le bison, fait partie de ces... C'est une figure un peu comme ça de... Ces existences qui nous ont précédés et qu'on a détruit, quoi. Et au-dessus de l'Africain qui est dans la cour, où il est dans la ligne, il y a une gazelle au-dessus de lui qu'il a dessinée. Donc là, effectivement... c'est un autre moment du film, mais je pense que le moment où Julio se sent en danger, où sent que sa vie, son vivant, est en danger, est mis en danger, eh bien, peut-être quelque chose d'assez ancien, comme ça. Bon, tu vas me dire que l'Afrique aussi, c'est très ancien. Mais je ne sais pas, le bison, j'ai beaucoup hésité, hein, parce qu'il y avait plusieurs animaux, et je suis restée sur le bison. Il y avait une vache avec des cornes, un singe, enfin il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est aussi un portrait c'est un dessin de Gilles Ayot, et qui est aussi sur lequel a écrit Jean-Christophe Bailly. Donc c'est-à-dire que dans notre travail, il y a une porosité avec d'autres disciplines, entre guillemets, que le cinéma, comme on disait hier, et donc ce livre de Jean-Christophe Bailly et de Gilles Ayot est arrivé à un moment donné, qui s'appelle D'après nature, et tu me l'as offert on ne savait même pas encore si le film allait se faire. C'était 2 mois avant le début de la préparation. On était dans un état on était extrêmement nerveux parce qu'on attendait des réponses, et tu m'as offert ce livre, et c'était une évidence qu'on allait faire quelque chose avec ça, avec Jean-Christophe Bailly, mais alors ça passe dans la machine, entre guillemets, de notre cinéma. Donc ça devient du cinéma, mais ça vient... C'est vrai que le personnage, à ce moment-là, il a besoin d'identifier sa faiblesse, la puissance, la force et la douceur du bison. Voilà. Mais je pense pas que c'est... La question du sacré, je sais pas trop, moi je sais pas trop ce que c'est... Le vaudou, en fait, ça vient un peu des figures de zombies, et notamment d'un film de Jacques Tourneur qui s'appelle I Walk with the Zombie. Et d'ailleurs, on pourrait dire que la danse flamenco du début du film, c'est aussi quelque chose qui résonne avec la danse vaudou dans I Walk with the Zombie. Et parce que le zombie, au départ, c'est absolument pas Romero et tous ces films américains. Au départ, c'est vraiment une fable sur la colonisation, puisque dans les plantations, les propriétaires blancs empoisonnaient les esclaves, les noirs, et allaient les chercher, les sortaient de leur tombe, et les faisaient revivre et les exploiter sur les plantations. Donc c'était de la main-d'œuvre pas chère, enfin gratuite, qu'il faut nourrir très peu, et qu'ils étaient très lents, mais ils travaillaient sans arrêt. Donc le zombie, c'est une figure comme ça très politique qui vient de là, et le vaudou était une manière, dans les films de Tourneur en tout cas, d'exorciser la colonisation. Donc et voilà, donc c'est quelque chose qui vient par le cinéma. Moi je dirais qu'il y a beaucoup de choses, ce qui est sacré, ce que tu pourrais renvoyer au sacré là, c'est peut-être simplement des choses qui
qui traverse l'histoire du cinéma. Mais qu'on pourrait dire que les danses des hommes d'affaires, la rêve, c'est une forme d'exorcisme. Je veux dire qu'à un moment donné, le corps a besoin d'exorciser la pression qu'il y a sur lui. Voilà, ça, on peut dire que c'est il y a des résonances comme ça d'un film à l'autre. On prend encore une dernière question, si on a une. Ouais, alors allez-y. Vas-y. Moi, je voulais savoir en fait si vous êtes pas assez fort. Merci. Je voulais savoir si, mis à part Ophélie et Antigone, vous avez puisé dans d'autres personnages du théâtre et de l'Antiquité, parce que, notamment pour le personnage de Charles, moi, il m'a fait beaucoup penser à Hamlet, qui, on ne sait pas trop s'il veut mourir, s'il veut vivre, et il gêne beaucoup, enfin, avec ses discours, avec ce qu'il dit sur le monde et tout ça. Je voulais savoir si vous aviez... Voilà. Comme cette Ophélie, c'est une Ophélie d'aujourd'hui, mais je pense que les fantômes, ils sont là, oui. Bien sûr qu'ils sont là. Les fantômes d'Hamlet sont là, et ils peuvent avoir la figure de Jim Morrison à un moment donné, ou la figure d'un rappeur dans la banlieue, dans des banlieues, ou la figure... je pense qu'effectivement, ce sont des figures... Bon, je ne savais pas quand j'ai écrit le monologue, enfin quand j'ai écrit le texte entre la commissaire et Carmen, je ne pensais pas à Antigone. La figure d'Antigone m'avait traversé comme des fantômes te traversent, comme des... Voilà. Mais en écrivant son texte, je ne me suis pas dit, je suis en train d'écrire le texte d'Antigone. Par contre, la figure d'Antigone était quelque chose que je voyais chez cette héroïne. Je sentais. Alors, la figure de Charles, au départ, c'est quand même le Charles de Bresson, du diable probablement. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le film, où effectivement il se suicide au Père-Lachaise. Et donc, j'avais 25 ans quand j'ai vu ce film, et j'étais très très amoureuse de ce personnage, et je me suis dit, de la même manière qu'il y a des Hamlet, des Ophélie, tous ces fantômes, le fantôme de Charles, qui était quand même... Comment Bresson, à cette époque-là, rendait compte après 68, puisque ça c'est en 77 ce film, d'un immense échec et d'une hécatombe qui allait arriver, en tout cas dans la jeunesse, par la drogue, par beaucoup de choses, et aussi par des trahisons, parce que comment tous ceux qui étaient... Enfin, et ainsi de suite. Et que le Charles, qui avait 19 ans dans le film de Bresson, était là. Pour moi, il était toujours là, 30 ans plus tard, sur l'allée du Père-Lachaise, tué par son ami drogué, qui pour quelques sous a bien voulu le tuer. Et pendant 30 ans, ce fantôme m'a habité. J'ai eu envie d'y retourner et d'aller le chercher, parce que il a des choses à nous dire, il a des choses, comment il voit le monde aujourd'hui. Et le monde, il n'a toujours pas envie d'y vivre, quoi. Et s'il échappe à la mort, c'est que c'est encore plus dur de vivre. Et je crois qu'il va encore plus loin, c'est-à-dire que son sacrifice, c'est d'accepter de vivre. Donc c'est encore plus dur que le Charles de Bresson, c'est-à-dire son désespoir est immense, mais il a une chose, c'est qu'il est amoureux. Ce que n'était pas le Charles de Bresson, il n'y croyait plus du tout à l'amour. Et que là, quelque part, quelque chose de ce sentiment-là avec Carmen, il le porte. Donc c'est peut-être ça qui lui permet de supporter ce sacrifice de vivre. Moi, rapidement, c'était sur la question de la musique. Comment vous aviez traité la musique? Parce qu'il y a des moments où la musique est intradiégétique, et comme le moment de la boîte de nuit ou le moment du flamenco. Et puis à partir du moment de la boîte de nuit, dès le début, mais la même musique, le même genre de musique se propage dans le film. Mm-hmm. Mais comment ça a été choisi, à quel moment? C'est-à-dire que c'est notre fils, Ulysse, et un ami à lui.
bon, ça fait 5-6 ans déjà qu'on travaille avec Ulysse, et bon, déjà Low Life, le titre, c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Public Image Limited, qui est le groupe que Johnny Rotten a fait quand il a quitté les Sex Pistols. Et cette chanson date de la même année que le Dia probablement. C'est ce qui est marrant. Voilà. Et donc c'est un truc assez post-punk qui correspond à la musique que j'écoutais quand j'avais l'âge d'Ulysse, qui est notre fils. Et quand on lui a dit que le film s'appellerait Low Life, il a tout de suite vu la référence. Il a dit mais ne compte pas sur moi pour faire... Vous allez cloper. À 3 heures, tu vois, tu peux Non, dire. non, on a fini. Oui, maintenant Allez, que... fumez. Oui, mais je vais finir, Elisabeth. Maintenant que tu pars, on peut finir, quoi. Bon, c'est pas que... Ben là, c'est Ulysse, il a composé. Oui, ben alors... C'est ça. Voilà, d'accord. Moi, j'écris, Non, mais il joue, lui, il compose. Voilà. On va pas en faire des tonnes là-dessus. Et ton gamin, bon, ça pourrait être un autre. Tu vas pas fumer une cigarette vite fait, là? Non, mais t'en fais des tonnes à chaque coup parce que c'est son gamin. C'est vrai. Il a fait son boulot. Dès qu'on parle d'autre chose que de la parole, vous vous rendez compte? Non, mais il a travaillé. L'image, c'est rien, c'est des câbles, il y a des caméras, il n'y a pas de lumière, etc. Mais alors là, la parole, donc ça... Alors là, je me permets de parler de la musique. Oui, mais pas Tu permets? Mais non, mais c'est toi qui fais durer, ce serait Regarde, fini ils ont là. envie d'aller fumer une clope, ils ont envie d'aller boire un coup, tu vas... Voilà, t'avances. Allez. Moi c'était plus sur le choix de montage. Oui, mais alors justement, c'est que tout ça, quoi. il y a quelque chose dans la... Bon, Ulysse, il est allé chercher sur... Bon, il croit pas. Oui, ben c'est lui qui c'est le DJ à un moment donné, il chante, c'est lui qui fait le DJ, quoi. D'ailleurs, ce morceau-là, c'était un morceau qu'on avait pour Zombie. Non, mais ce qui est fort avec le travail d'Ulysse, c'est qu'il rend tout à fait dans l'image, dans les plans, dans les couleurs. Lui, il n'aime pas du tout aborder les choses par la discussion ou par la lecture. Il regarde les acteurs, il venait aux répétitions et puis il voyait les rushs. Et puis il s'est mis à travailler avec des choses qui samplaient sur Internet. Par exemple, à la fin, c'est un lama tibétain qu'il a, le dernier morceau, espèce de la Witch House. Il a mélangé plusieurs styles, Witch House, le screw. Le screw, c'est un rap texan fait par des blancs très jeunes et qui, à cause de certaines drogues, ralentissent le rap pour arriver à ce truc qui leur renvoie à la drogue, quoi. Le screw. Le screw. Et donc, moi, je connaissais pas du tout, donc il me fait écouter des choses et puis il sait que j'aime beaucoup toute la musique un peu cold wave, tout ça. Et donc il a une manière de manier des musiques de différentes époques. Il a utilisé aussi la musique du Moyen-Âge, Jeannequin, qu'il a fait passer dans toute la rencontre entre Carmen et Hussein. C'est une partition du XVe siècle, je crois, qu'il a fait passer dans des machines. Et donc ça ressort complètement autrement. Tout ça pour dire que, en général, quand je suis bloqué au montage, je demande à Ulysse de m'amener une musique, où qu'il soit, quelques étapes de cette musique, il me l'amène et ça ouvre tout. Parce qu'il y a quelque chose dans sa manière de faire de la musique, pour le cinéma, qui, moi, c'est incroyable, c'est de la narration, quoi. Ça fait partie de la narration comme la lumière. C'est pas quelque chose qui accompagne une scène pour la rendre plus ceci ou plus cela. C'est vraiment une puissance qui arrive et qui ouvre ouvre quoi, des horizons, parce que c'est toujours ça, quoi, un film. Comment tu fais pour démarrer, pour arriver au bout? Parce qu'il y a des moments, tu sais absolument pas comment, c'est tellement bloqué que... Donc il faut bien trouver par où ça va passer. Parfois ça passe par la musique. Et lui, il ouvre les choses comme ça. Mais elle n'était pas facile à utiliser parce qu'elle est assez puissante, quoi. On la remarque, quoi. C'est pas une musique qu'on peut, sauf les nappes, mais en même temps, même les nappes, on les remarque parce que même on se demande, tiens, est-ce qu'il y a de la musique ou pas? Frédéric, il y avait un dernier mot à...
Non, mais je vous remercie. Alors, vraiment, je vous remercie, même si le glas a sonné, mais je vous remercie infiniment pour cette discussion passionnante et surtout pour votre présence et à la Manufacture et à l'ECAL pendant ces 2 jours. Et à Frédéric et à la Cinémathèque qui nous reçoit et qui nous invite. Ce qui est curieux avec ce film, c'est que c'est vrai que ce qu'on a fait avec toi, dans des ateliers avec des acteurs, c'est un film qui s'est beaucoup inspiré de choses qu'on a fait en dehors du cinéma proprement dit, pour ramener vers le cinéma. Donc c'est l'idée qu'il faut travailler tous les jours sur des formats qui ne sont pas nécessairement des formats produits, des formats, mais sous forme d'ateliers, de laboratoires, de films qu'on fait comme ça vite fait, et ça vient nourrir le travail après, quoi. On va garder précieusement cette parole sur la quotidienneté du travail dans le cinéma et dans le théâtre aussi, qui est importante. Merci beaucoup en tout cas. Et est-ce que donc, le film sortira en France? Il sort le début avril, ouais. Début avril en France. Voilà. Il faut y aller, vous remplir votre place. Et donc la prochaine rencontre possible avec des comédiens, des comédiennes et des réalisateurs, réalisatrices, c'est Emmanuel Devos qui vient à l'ECAL le 12 et le 13 décembre. Évidemment que dans la mesure des possibilités, les étudiants de la Manufacture sont les bienvenus puisqu'il sera question de jeu de l'acteur au cinéma avec Emmanuel Devos pendant ces 2 jours et aussi avec une participation de la Cinémathèque. On a annulé les cours du matin du 13 pour que vous puissiez assister à la masterclass. Bravo. Et puis le 12 au soir, il y a une projection Sur mes lèvres de Jacques Audiard qu'elle commentera, dont elle parlera de son travail en fait dans ce film. Et je remercie d'ailleurs la Cinémathèque puisque c'est grâce à vous qu'on peut projeter ce film. Bonne soirée à tous, bonne fin de soirée à tous et merci beaucoup.